passe, c'est que la confiance en soi, elle est toujours là. Si on la personnifie, on pourrait dire que c'est quelque chose qui est en présence à nous-mêmes et qui ne demande qu'à être sollicité. Pour autant, c'est pas si simple que ça. Quand on a eu des années de conditionnement et regardez votre âge, regardez combien d'années vous avez été conditionné. Donc, quand on a eu des années de conditionnement, il s'agit effectivement d'enlever certains blocages, mais aussi de venir se repluguer, moi j'aime bien employer ce terme, hein, de venir se reconnecter vraiment à cette confiance en soi avant même d'imaginer qu'elle puisse être stable, etc. Donc ça demande vraiment euh, d'aborder certains aspects pour venir ancrer cette confiance en soi dans notre être profond ou depuis notre espace le plus profond de notre être. Donc, ça va demander, ça va demander à apprendre d'abord à se connaître réellement en profondeur. Ça peut paraître étrange, mais si on est vraiment honnête avec soi-même, avant d'avoir commencé à cheminer dans une démarche de connaissance de soi, véridique, profonde, faite avec un tiers ou avec des processus qui sont optimisés, on va dire, eh bien, il y a tout un espace de nous-mêmes qu'on connaît pas tant que ça. Et on a souvent besoin d'un miroir qui va être soit un autre dans l'échange, soit carrément un professionnel, hein. Un coach, par exemple, il a cette fonction de miroir, mais on va avoir besoin, voilà, d'un miroir, d'une fonction de miroir pour apprendre à se connaître réellement et à pouvoir déplier notre être et aller dans tous les interstices de notre être qui étaient jusque-là repliés sur eux-mêmes. Donc c'est vraiment une démarche d'abord de découverte de soi, puisque rappelez-vous, la confiance en soi ontologique, c'est une qualité de relation à soi-même. Comment je peux être en relation profonde avec moi-même si je n'ai pas fait profondément connaissance avec qui je suis? Voilà, ça semble étrange hein, de dire ça, hein. Mais c'est pourtant la base. Ensuite, on va pouvoir pratiquer, donc un autre levier, hein, on va pouvoir pratiquer ou être dans une démarche d'autocompassion, c'est-à-dire une démarche où on va accepter de nous-mêmes de faire des erreurs, d'avoir des étapes dans nos apprentissages et où on va remplacer peut-être aussi la culpabilité de je me suis trompée, c'est ma faute, c'est pas bien, je suis coupable, à la curiosité. Qu'ai-je appris de cette situation qui m'a mise dans un inconfort et qui jusque-là était perçue par mon mental ou mon juge intérieur comme une erreur ou une faute? Qu'ai-je appris ou qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui s'est passé là récemment et en quoi ça va nourrir justement ma connaissance de soi. Voilà. Sachant que l'être humain est un être vivant, il fait partie du monde du sensible, il fait partie du monde du vivant et que du coup, nous sommes en mouvement en permanence. Donc ça laisse aussi beaucoup d'espoir pour chacune, chacun d'entre nous. Euh, il va y avoir aussi un autre levier, le fait de cheminer dans une forme d'acceptation de soi. On a tendance à vouloir performer, à vouloir gommer, à vouloir ajuster, à vouloir, un peu comme les filtres qu'on va retrouver, vous savez, sur les réseaux sociaux, on va avoir tendance à vouloir se montrer sous le meilleur jour, que ça soit bah, là ce soir à mon auditoire, peut-être qu'il y a une part de moi-même qui voudrait se montrer parfaite, c'est tout à fait possible.
Et en même temps, si je fais ça, ben, je vais pas du tout vous inviter dans la bonne direction. Donc vous verrez, il y aura très probablement, et il y en a peut-être déjà eu, des imperfections dans mon discours. Et c'est totalement OK, je suis un être humain. Donc il y a vraiment une idée d'être dans l'acceptation de soi, reconnaître sa propre valeur aussi, indépendamment des circonstances. Je peux être parfaitement imparfaite dans ce que je vous transmets ce soir et en même temps accueillir cette imperfection comme bah, quelque chose qui est parfait. Je m'explique. C'est vraiment, vous voyez, là, ça y est, je suis en train de m'embourber. C'est pas grave. C'est vraiment le fait de revoir ce que c'est qu'être parfait et imparfait et ce que c'est que être dans l'acceptation de soi. Voilà. L'acceptation de soi accueille toutes nos aspérités, accueille nos pôles, donc autant l'imperfection que la perfection, et nous permet d'être un curseur pardon, qui va naviguer entre ces deux pôles-là. Voilà. Ensuite, il peut y avoir la remise en question de nos croyances limitantes. J'en ai parlé tout à l'heure, mais là, c'est vraiment une remise en question qui va nous permettre de nous dégager et de déconstruire même nos pensées négatives par rapport à notre propre valeur ou par rapport à notre perception de nous-mêmes. Regardez bien le niveau de bienveillance que vous pouvez avoir vis-à-vis d'autrui quand c'est quelqu'un que vous aimez notamment, et regardez bien le niveau de bienveillance que vous vous accordez. La plupart du temps, on est mille fois plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Regardez bien ça. Il y a un delta en tout cas qui fait que on va avoir tendance quand même, en général, à accueillir l'imperfection chez l'autre et beaucoup moins tendance à accueillir l'imperfection chez nous-mêmes. Donc il y a vraiment une idée de dézinguer, d'aller sabrer ces pensées négatives et ces jugements. Ensuite, il peut y avoir dans les leviers, bizarrement, le fait aussi de savoir s'entourer de personnes bienveillantes. Je m'explique. La bienveillance n'est pas une manière de ronronner en permanence et de ne pas du tout considérer ce qui ne va pas. C'est pas ça. La vraie bienveillance, c'est une capacité à être honnête et authentique avec soi-même et les autres et de le faire en utilisant des précautions oratoires si on le fait vis-à-vis d'autrui. Eh bien, savoir s'entourer de personnes bienveillantes, c'est éviter les personnes toxiques qui, elles, vont entretenir le doute, la culpabilité et la peur en nous. Et c'est aussi savoir s'entourer de personnes qui vont créer quelque part un environnement qui sera un terreau pour nous-mêmes, pour faire fleurir en nous ce qu'il y a de plus beau. C'est tout bête, mais c'est primordial. Un, un environnement dans lequel nous sommes, qui n'est pas un environnement fertile, ou en tout cas un terreau fertile pour nous-mêmes, c'est déjà un environnement qui est inadapté à vraiment à qui nous sommes. Donc, ensuite, on va retrouver le fait de, dans les leviers, visualiser notre réussite. Vous voyez, on va être vraiment dans l'antidote de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que d'un côté, on va éviter, voire même ne plus tourner notre attention sur euh, les gros échecs, etc. En tout cas, ne plus juger et alimenter en permanence ce qui ne va pas ou ce qui n'allait pas. Euh, mais on va aussi, de manière active et actrice dans le mouvement, on va aussi déployer une volonté de tourner notre attention sur la création, comment dirais-je, on appelle ça les fantasmes, hein, quelque part, le fait de projeter jusqu'à une certaine mesure
de projeter plutôt des idées positives sur la suite, des réussites, euh, des situations où on va être euh, associé, on va s'associer à des émotions positives. Ça, c'est important parce que, donc vous le savez, vous l'avez compris, je suis aussi thérapeute, enfin énergéticienne. Et en fait, ce qu'on précise en énergétique et sur les plans vibratoires, hein, nous sommes vibratoires, c'est qu'en fait, une émotion va amener une information, comment dire, elle va guider notre énergie dans une direction ou une autre. Et une émotion dite positive, une émotion d'enthousiasme, de joie, une émotion de sérénité, la confiance qui n'est pas une émotion mais qui est un climat, tous ces aspects-là vont nous permettre de créer la suite de notre vie avec déjà une empreinte positive. Si, à contrario, j'imagine la suite de manière négative, je me programme presque à créer la suite qui sera négative. Donc ça, c'est super important. Visualiser sa réussite. Visualiser ce qui va bien là et visualiser pour la suite sa réussite. Et comment faire pour l'atteindre aussi, puisqu'on reste quand même pragmatique. Ensuite, il va y avoir comme levier par rapport à la confiance en soi, le prendre soin de soi sur le plan de l'esprit et le prendre soin de soi sur le plan du corps. Tout ce qui va nous permettre de prendre véritablement soin de nous et pas que de manière superficielle, vraiment en profondeur, en étant à l'écoute de nos besoins et en apprenant à les combler de manière autonome par nous-mêmes ou en s'entourant de personnes auprès de qui on va pouvoir exposer nos besoins et qui peut-être participeront aussi à les combler. Eh bien ça, se prendre soin là, c'est quelque chose qui va nous permettre d'apprendre comment dire, à nous tenir droit, à, à être dans une ambiance et un climat déjà favorable à être dans l'accueil et la relation à soi-même. C'est vraiment non négligeable. Vous voyez bien que, par exemple, quand on est en carence de sommeil, eh bien, on va être beaucoup moins aligné à nous-mêmes, on va être beaucoup moins à l'écoute de nous-mêmes, on va être plutôt en mode forcé, en marche forcée, et on va s'obliger, on va aller dans du contrôle, dans des choses qui sont dures. Euh, voilà, tous ces aspects-là, le fait d'avoir une certaine hygiène de vie va participer aussi à cette qualité de relation à soi-même. Ensuite, sur des choses un petit peu plus fines, il va y avoir tout ce qui est lié au fait de développer notre présence à nous-mêmes. Alors, pour des personnes qui pratiquent la méditation, c'est une notion que vous connaissez probablement. Pour celles qui ne pratiquent pas la méditation et qui sont jamais allées dans ces aspects-là, la présence à soi-même, c'est réellement en lien avec la qualité de relation dont je parlais tout à l'heure. C'est réellement le fait d'être ici et maintenant à l'intérieur de mon corps au moment où je vous parle. C'est-à-dire de capter que je vois à travers mes yeux, je peux même peut-être voir le bout de mon nez quand je regarde la webcam, je suis bien là, ici et maintenant. Voilà. La présence, c'est beaucoup plus qu'un concept, c'est quelque chose qui est vraiment palpable quand on la goûte et c'est aussi un creuset, quelque chose qui va permettre l'émergence de la nouveauté, l'émergence du beau, l'émergence de notre créativité, l'émergence du vivant. Et du coup, c'est sur cet aspect-là notamment que la confiance en soi profonde, ontologique, vient se poser. C'est-à-dire que la présence va être une manière d'épouser notre relation à nous-mêmes. Voilà, donc
Je rentre dans des aspects un petit peu plus techniques, hein. Et puis, que vous dire de plus? Il y a 2 points qui me viennent à l'esprit, qui sont importants à dire avant d'aller sur la quatrième partie. J'ai beaucoup parlé sur celle-ci, mais elle est très, très importante. Il y a aussi le fait d'oser échouer pour mieux apprendre. C'est-à-dire que arrêtons de nous mettre la barre hyper haute. On a le droit d'être dans des expériences de vie, on a le droit de ne pas réussir du premier coup et pour autant de percevoir que dans cet éventuel échec, ce qu'on a perçu comme un échec, il y a déjà une tentative de réussite qui certes n'est pas aboutie, mais qui est déjà un pas en avant, un pas supplémentaire dans une éventuelle réussite qui sera secondaire ou qui arrivera plus tard. Euh, Changer de perception sur l'échec, c'est aussi percevoir que tant que j'essaye quelque chose, je n'ai pas échoué. Je suis dans un processus d'apprentissage. Ça, c'est super important parce que du coup, ça va amener à baisser nos prétentions, à calmer un petit peu le jeu et à s'octroyer aussi des tentatives, des choses sur lesquelles on ne sait pas à l'avance si on va réussir ou pas. Voilà. Avoir confiance en soi, cette première confiance, vous savez, la confiance classique, c'est une confiance qui est basée sur je sais que je suis capable, je sais que je peux y arriver. Eh bien, une confiance en soi ontologique, cet état d'être, il autorise, à contrario, de ne pas réussir nécessairement du premier coup, mais d'accepter de faire cette expérience et d'accepter d'être dans cette tentative. La dernière chose que je dirais, un levier phénoménal et qui est véridique, c'est que faire un processus, travailler avec un professionnel sur tous ces aspects-là va vous permettre de gagner un temps phénoménal et va vous permettre surtout d'avoir la certitude que le miroir qui vous renvoie à la fois ce que vous souhaitez débloquer et le miroir qui vous renvoie ce que vous souhaitez augmenter, améliorer, les pas que vous voulez faire en avant sont réellement véridiques parce que notre mental a tendance à nous raconter des histoires. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Et qu'avant de savoir déjouer un petit peu ces mécanismes-là, ça demande vraiment d'avoir gagné en recul sur soi-même. Quoi de plus pertinent pour gagner en recul sur soi-même que d'être accompagné par un tiers? Je ne le dis pas spécialement pour moi, même si c'est évidemment mon job, je le dis juste pour vous inviter à ne pas perdre de temps à essayer à tâtons de faire par vous-même, mais plutôt peut-être, si le cœur vous en dit, de venir être boosté dans votre démarche sincère de connaissance de soi en étant accompagné par un tiers, par un professionnel. Voilà, donc j'avais beaucoup de choses à dire sur cet aspect-là, euh, mais ça me semblait primordial de le faire. Alors, les périodes pas faciles, effectivement, on va en traverser plus ou moins toute notre vie. Soyons clairs. Il y aura aussi des super belles périodes, des périodes ultra confortables, etc. Mais nous allons tous passer différentes périodes dans notre vie qui sont presque même des périodes de grande initiation, tu vois. Des, euh, Ce sont vraiment des périodes initiatiques. Et donc, ces périodes initiatiques qui peuvent amener du doute, eh bien, sont là pour pointer et éclairer les zones sur lesquelles nous avons encore peut-être à cheminer. La confiance en soi ontologique, c'est réellement un chemin, c'est une dynamique. Ce n'est pas une destination, c'est vraiment un chemin et une dynamique. Donc ça veut dire que quand on traverse des périodes de doute, eh bien, ça demande de revenir à nos essentiels, de venir retravailler sur les aspects essentiels pour, on va dire, consolider cet état d'être
même si le mot consolidé me plaît pas trop parce que ça donne une impression de fixité, alors que c'est tout l'inverse. Mais plutôt pour, voilà, venir nourrir cet état d'être, venir nourrir ce climat. Et je fais bien un distinguo entre le doute, qui est le virus de la confiance en soi, et la capacité de remise en question qui, elle, est nécessaire. C'est un certain niveau d'ouverture qui va faire que si je me remets en question, je vais pouvoir tisser entre différents fils, c'est-à-dire le fil de ce que la vie me propose, le fil de ce qui est précieux pour moi, et puis peut-être un troisième fil qui ne vient pas là à l'esprit, mais en tout cas, je vais pouvoir tisser véritablement la vie dans laquelle je suis, être à la fois actrice de ma vie, mais aussi être d'une certaine manière spectatrice et à l'écoute de ce qui est là dans mon chemin. Tu vois? Donc c'est pas juste je cultive un état d'esprit, je me cloisonne et je mets tout ce qui est en dehors très loin de moi. C'est je cultive un état d'être, je cultive cette présence, je cultive ma relation à moi-même, vraiment cette qualité de relation à moi-même qui va faire que je ne m'abandonne pas. Je ne m'abandonne pas. Et en même temps, je vais être à l'écoute de certains stimuli qui viennent de l'extérieur et je vais les intégrer dans cette tresse, dans ce tissage que je fais au fur et à mesure que je suis dans cette dynamique du vivant. Voilà. C'est un ouvrage en fait. Il faut le voir comme un ouvrage. À l'époque des tisserands, on parlait de tisser notre habit de lumière. Donc c'est à l'époque des cathares notamment, etc. et des tisserands. Donc c'est vraiment se remettre à l'ouvrage tous les jours. Et l'ouvrage, il y a vraiment une idée d'y mettre du cœur, l'idée d'y être le créateur, l'idée aussi de cultiver un art de vivre qui va être peut-être un petit peu plus joli que le mot travailler, même si j'ai vu, Sophie, que tu l'as mis entre guillemets et que j'ai moi-même employé ce mot tout à l'heure. Ouais.